Salut et bienvenue encore une fois dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du courant électrique. Donc, c'est une leçon qui concerne les élèves du tronc commun scientifique. Avant d'entamer ce cours, j'aimerais bien vous rappeler d'un phénomène que vous connaissez déjà, qui est le phénomène d'électrisation. Il nous arrivait tous de s'amuser et de jouer avec des stylos ou bien des règles en plastique en les frottant avec nos cheveux et essayer d'attirer de petits bouts de papier. Donc ce phénomène-là s'appelle le phénomène d'électrisation. Donc ici je vous ai schématisé une petite expérimentation. Je dispose ici de deux bâtons. Le premier c'est un bâton en ébonite. Donc je vous rappelle que l'ébonite c'est du plastique. Et le deuxième c'est un bâton en verre. J'ai attaché ce bâton-là à un fil, d'accord? Et le fil bien sûr est attaché à un support fixe. Donc cela va permettre que le bâton en ébonite sera libre de se déplacer lorsqu'il va sentir l'influence de ce bâton là. Voilà, donc si on frotte les deux bâtons, le bâton en ébonite et celui du verre, donc en les frottant et en les approchant l'un de l'autre, on va constater qu'il y a une attraction entre les deux bâtons. Donc le bâton en verre va attirer vers lui le bâton en ébonite. Pourquoi? Tout simplement parce que sur l'ébonite apparaissent des charges qui sont négatives, d'accord? Et sur le bâton en verre apparaissent des charges qui sont positives. Donc, et on sait déjà que deux charges de même signe, ça s'attire. Donc, d'où vient ces charges-là? Donc, lorsqu'on a frotté le bâton en ébonite, ce dernier a arraché des électrons du tissu. Et lorsqu'on a frotté le bâton en verre avec le tissu a arraché des électrons du bâton en verre. Donc lorsque le bâton en ébonite arrache les électrons, donc il va avoir un excès d'électrons, donc il va être chargé positivement et négativement. Et le bâton en verre, lorsque l'on va arracher des électrons, bien sûr par le morceau du tissu, il va être chargé positivement. Donc les charges positives traduisent un déficit ou bien un manque de charge ou bien un manque des électrons. Bien sûr, les électrons arrachés par le morceau de tissu. Et qu'est-ce qui se passe si on refait la même chose, mais cette fois-ci avec deux bâtons en ébonite? Donc les deux bâtons en ébonite seront frottés avec un morceau de tissu. Donc les deux bâtons seront chargés négativement. Donc les deux bâtons ils vont arracher des électrons du morceau de tissu, et bien sûr entre les deux bâtons, donc on va y avoir une répulsion. Une répulsion, ça veut dire le bâton en ébonite, le premier bâton en ébonite va repousser le deuxième bâton en ébonite. On peut maintenant parler d'une grandeur physique qui est la charge électrique, que l'on va symboliser par la lettre Q, et son symbole dans le système international est le coulomb. Le coulomb de symbole bien sûr C. La charge électrique que porte un électron, donc la charge électrique qui porte un électron égale à moins E, qui est égal à moins 1,6 10 puissance moins 19 coulombs. E est appelée la charge élémentaire. Charge élémentaire, c'est une constante qui est égale à 1,6 10 puissance moins 19. Prenons par exemple l'ion de sodium. Donc la charge, ça c'est un cation, il est chargé positivement. La charge de l'ion de sodium égale à tout simplement plus
E, c'est-à-dire 1,610 puissance moins 19 coulombs. Prenons l'exemple d'un autre ion, par exemple le chlorure. La charge du d'ion chlorure égale à moins E. Prenons l'exemple de Cu2+. Donc la charge électrique de Cu2+ égale à quoi? Égale à 2 fois E, bien sûr, c'est positif. Donc on prend tout simplement voilà cet indice-là et on le multiplie par la charge élémentaire. Passons maintenant au courant électrique continu. Le courant électrique continu, contrairement au courant électrique alternatif, c'est un courant qui garde le même sens dans un circuit électrique et il garde une intensité constante pendant le temps, contrairement au courant alternatif qui change de signe et qui change d'intensité aussi. Donc son intensité et son signe sont variables pendant le temps. Donc voyons, j'ai déjà schématisé ici un circuit contenant un générateur, une lampe et un ampèremètre. Donc bien sûr, dans un premier temps, l'interrupteur est fermé, d'accord? Si on est ouvert. Si on ferme l'interrupteur, si on actionne l'interrupteur, bien sûr, le courant électrique va circuler dans ce circuit-là. La lampe va s'allumer, l'ampèremètre va indiquer, bien sûr, l'intensité du courant qui circule dans ce circuit. Le sens conventionnel du courant électrique, c'est toujours de la borne positive vers la borne négative du générateur, bien sûr à l'extérieur du générateur. Et j'ai ici le déplacement de quoi? Des porteurs de charge qui sont ici les électrons dans les métaux. D'accord? Donc et ils ont un sens opposé à celui de I. Donc ils circulent de la borne négative à l'extérieur du générateur vers la borne positive. Donc notez bien que la nature du courant électrique dans les métaux, ce qui est le cas ici. Donc les métaux ici, ce sont les fils que constitue ce circuit. La nature du courant électrique dans les métaux, c'est tout simplement un déplacement des électrons. Ou bien on dit des porteurs de charge. Porteurs de charge, ça veut dire ce sont des particules qui portent une charge. Bien sûr, ça peut être une charge positive ou bien négative, mais dans le cas des métaux ou bien des fils électriques, les porteurs de charge sont des électrons qui ont bien sûr une charge négative. Voyons maintenant la nature du courant électrique dans les solutions. Donc on a déjà vu la nature du courant électrique dans les métaux. On a dit que ce sont les électrons qui se déplacent, donc ou bien c'est un déplacement des électrons. Mais dans les solutions électrolytiques ou bien les solutions ioniques, donc cas de solution ionique. Une solution ionique, c'est une solution qui contient des ions, tout simplement. Donc, réalisant cette petite expérimentation, bien le schéma de cette expérimentation. Dans un premier temps, je dispose d'un générateur, une lampe, un ampèremètre, un interrupteur et un tube en U, et ce tube-là contient de l'eau. Et bien sûr, j'ai immergé les deux bords du circuit dans ce tube-là. Donc, dans un premier temps, la lampe, bien sûr, ne va pas être allumée, et l'ampèremètre, elle va indiquer une intensité qui est très 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 faible, elle est presque négligeable. Donc, on peut dire que le courant ici ne circule pas. Donc, l'eau ne conduit pas. On déduit que l'eau ne conduit pas le courant électrique, ou bien on dit que l'eau est un mauvais conducteur. Mais si jamais on ajoute des solutions ioniques, par exemple la solution de permanganate de potassium, K++ Mn O4-, ça c'est une solution ionique. Donc elle est caractérisée par une couleur violette. Ça c'est violette. Je sais pas. Donc
cette solution a une couleur violette, c'est dû à la présence des ions MnO4-. Donc, à l'ajout de cette solution-là, on va constater que voilà, que la lampe, elle va être allumée, elle va s'allumer, et bien sûr l'ampèremètre, elle va indiquer une tension plus grande que celle indiquée en premier, que tout à l'heure. Donc voilà, le courant électrique ici circule. Pourquoi? Parce que cette solution-là, d'accord, elle contient des ions. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe si on veut expliquer ça? Donc on a dit que les porteurs de charge dans les fils sont les électrons. Donc les électrons, ils vont circuler, d'accord, dans ce sens-là, dans les fils électriques, mais dans les solutions, les électrons, lorsqu'ils vont atteindre la solution, ils vont l'emmener vers l'autre borne, bien sûr la borne reliée à la borne positive des générateurs. Donc ils vont circuler dans ce sens, et après on va constater que cette partie-là est coloriée en violet. D'accord, ça va prendre une coloration violet. Pourquoi? Parce que les anions MnO4-, voilà, circulent vers la borne positive du générateur. Donc si on désire voir qu'est-ce qui se passe à la borne de la borne reliée à la borne négative du générateur, on peut rajouter une autre solution de sulfate de cuivre. Donc bien sûr on peut utiliser n'importe quelle solution, mais on a utilisé ces deux solutions parce qu'ils ont une couleur caractéristique. Donc les ions Cu2+, bien sûr ils ont une couleur qui est bleue. D'accord. Et après on va constater que la borne négative du générateur, ou bien l'électrode, on appelle ça des électrodes, hein. L'électrode est reliée à la borne négative, va prendre une couleur bleue. Donc ça, c'est une couleur bleue, ça veut dire les ions Cu2+. Donc je récapitule. Donc les ions, ou bien les ions négatifs circulent, bien sûr ici, les ions négatifs circulent dans la borne, ou bien dans l'électrode reliée à la borne positive. Donc c'est pour cette raison on appelle ça anode. Donc anode, pourquoi? Parce qu'il attire les anions. Et l'autre électrode, bien sûr, il va attirer les ions Cu2+. Donc c'est pour cette raison on va l'appeler cathode. Cation cathode. Donc la cathode, c'est la borne reliée à la borne négative, et l'anode, c'est la borne reliée à la borne positive du générateur. Donc ce que vous devez retenir, c'est que la nature du courant électrique, tout simplement, c'est un déplacement de porteurs de charge. Les porteurs de charge dans les métaux, ce sont les électrons, d'accord, et les porteurs de charge dans les solutions sont les anions et les cations. Très bien. Et pour mieux comprendre la nature du courant électrique, donc voyons cette animation. Je dispose ici d'un circuit électrique composé d'un générateur à 12 volts, un interrupteur, une lampe, d'accord, et une cuve à électrolyse. Donc ça, c'est une cuve à électrolyse. Et bien sûr des fils électriques. Le fil rouge est lié à la borne positive et le fil bleu est lié à la borne négative du générateur. Donc si on actionne l'interrupteur, donc l'interrupteur est fermé, donc on constate ici que le courant électrique circule, bien sûr dans le sens conventionnel du courant électrique qui est de la borne positive vers la borne négative à l'extérieur du générateur. Et bien sûr la lampe s'allume et on voit bien ici que le courant circule dans l'eau ici, c'est-à-dire dans
voilà, dans cette cuvette qui contient de l'eau et le chlorure de sodium. Donc, on va zoomer sur cette partie-là, cette partie du fil qu'il s'agit d'un métal, c'est du cuivre. Donc, on va zoomer pour voir qu'est-ce qui se passe ici. Voilà, donc on constate un déplacement, d'accord, c'est les particules en bleu ici, ça représente les électrons libres qui se déplacent dans le sens opposé à celui du courant électrique. Donc remarquez bien le déplacement des électrons et le déplacement du courant, ils ont des sens opposés. Et au niveau de l'électrolyse, ou bien pardon de l'électrolyseur, ou bien de la cuve à électrolyse, on va zoomer, si vous voulez, pour voir ce qui se passe. Donc ici, on a ici trois types de particules. Les particules qui sont en rouge et blanc, ça constitue les molécules d'eau. Cl-, ce sont les ions chlorure. Et ces petites particules violettes, ça constitue les ions sodium, Na+. Donc on constate que, voilà, les ions, ou bien les anions se déplacent dans le sens opposé à celui du courant électrique, ça veut dire vers ce sens. Voilà. Et les cations, c'est-à-dire les ions Na+, se déplacent dans le même sens que celui du courant électrique. C'est bon? Donc, on dit que le courant électrique dans les solutions est dû à un double déplacement. D'accord? Ça, c'est un double déplacement. Le déplacement des chlorures, des ions chlorure vers l'électrode reliée à la borne positive, d'accord, que l'on va appeler l'anion, et les autres ions se déplacent vers l'électrode. Donc ça, c'est l'électrode reliée à la borne négative du générateur, d'accord, que l'on va appeler cathode. Donc ça, c'est cathode. Et ça, c'est anode. Anode, pourquoi? Parce qu'il attire vers lui les anions. Et cathode, parce qu'il attire vers lui les cations. Donc, voilà. On conclut donc que le courant électrique est dû au déplacement des porteurs de charge. D'accord? Les porteurs de charge dans les solutions sont les ions, les cations et les anions. Et dans les métaux, c'est-à-dire dans le cuivre, les porteurs de charge sont les électrons. Intensité du courant électrique, donc on peut la calculer en utilisant cette relation-là, I égale à Q sur delta T. Donc, supposons que j'ai un fil parcouru par un courant électrique. Donc, je vais zoomer. Supposons que l'on peut zoomer sur ce fil-là. Donc, voilà le fil électrique. Donc, ici, j'aurai des déplacements des porteurs de charge qui seront les électrons. Ils vont se déplacer dans ce sens. D'accord? Et moi, je désire calculer l'intensité du courant électrique pendant une durée. D'accord? Donc, par exemple, dans une durée delta t, les électrons, ils vont parcourir une certaine section, voilà, une certaine partie. Ils vont parcourir cette partie-là. D'accord? Ça, cette partie, elle est parcourue par une durée delta t. Et ça va valoir n, le nombre tout simplement d'électrons qui ont parcouru cette section-là, fois, bien sûr, la charge élémentaire. Hein, notez bien ici, on met une valeur positive, même s'il s'agit des électrons. Hein, I est toujours positif, d'accord, sur delta T. Bien sûr, pour les unités, l'ampère, il s'exprime en l'intensité du courant électrique s'exprime en ampères, Q s'exprime en coulomb et delta T s'exprime en secondes. Et la même chose ici, ça c'est en secondes, E c'est la charge en coulomb, et bien sûr N c'est un nombre, il n'a pas d'unité.
Voilà, ça c'est l'intensité du courant électrique dans les conducteurs, dans les métaux conducteurs. S'il s'agit d'une solution, lorsqu'il s'agit d'une solution, dans les solutions, donc on a dit que les porteurs de charge dans les solutions sont les ions. Donc I, c'est toujours c'est Q sur delta T, mais cette fois-ci Q égale à alpha fois N fois E, bien sûr, sur delta T. Alpha, c'est le nombre de charges portées par chaque ion. N, c'est le nombre d'ions. Et E, c'est la charge élémentaire. Par exemple, supposons au lieu des électrons, ici j'ai des ions. Voilà, j'ai des ions Cu2+. Par exemple, des ions Cu2+. D'accord, bien sûr, ça sera voilà, c'est une solution, ce n'est pas un conducteur métallique. Donc alpha, dans ce cas, c'est tout simplement c'est le nombre de charges portées par cette voilà, cet ion. Donc dans ce cas, alpha égale à 2. Et grand N, c'est le nombre d'électrons parcourus par delta T. Ça, c'est un nombre et ça sera donné dans un exercice. Et E, c'est la charge élémentaire. Donc, voilà, c'est comme ça que l'on calcule l'intensité du courant électrique. Comment on peut mesurer l'intensité du courant électrique? Bien sûr, en utilisant un ampèremètre. Je vous rappelle que l'ampèremètre se branche toujours en série. Donc, prenons l'exemple de l'ampèremètre à aiguille. Donc, on utilise tout simplement cette relation qui est I égale à C fois N sur sur N0. C, bien sûr, c'est le calibre de l'ampèremètre. Bien sûr, l'ampèremètre possède plusieurs calibres, donc il suffit de remplacer C par le calibre choisi. N, c'est la graduation indiquée par l'aiguille, donc dans ce cas, donc voilà un ampèremètre. On appelle ça le cadran, ça c'est l'aiguille, d'accord? Donc l'indication de l'aiguille, c'est petit n, et le nombre de graduations totales du cadran, c'est N0. D'accord? Après, on calcule bien sûr en remplaçant chaque grandeur par sa valeur. Et bien sûr, pour les unités, I s'exprime en ampères, N et N0 n'ont pas d'unité, sans unité. D'accord? Et C, son unité est l'ampère. On peut calculer aussi les incertitudes absolues et relatives en utilisant ces relations-là. Donc l'incertitude absolue, son symbole est delta I. Donc elle se calcule par C fois X. X c'est une grandeur qui est appelée X c'est classe de l'appareil. Classe de l'appareil, c'est-à-dire la classe de l'ampèremètre. Chaque ampèremètre possède sa classe, donc c'est une valeur qui est indiquée sur les ampèremètres. Bien sûr, sur 100. Pour les unités, delta I, bien sûr, c'est en ampèremètres. La classe, elle n'a pas d'unité. Et bien sûr, 100, c'est un nombre, elle n'a pas d'unité. Donc c'est 100 unités. Pour l'incertitude relative, donc elle est définie par ce rapport-là, c'est delta I sur I. C'est-à-dire lorsqu'on calcule I et delta I, on peut calculer l'incertitude relative en faisant ce rapport-là. Ce rapport-là est exprimé en pourcentage, d'accord? Et il nous donne une idée sur la précision du mesure. Plus ce rapport-là est petit, d'accord? Plus la précision est grande. Pour l'ampèremètre numérique, donc l'ampèremètre numérique, ça nécessite pas de relation. Pourquoi? Parce que la lecture, tout simplement, la lecture est directe. La lecture est directe, bien sûr en fonction du calibre. Il suffit juste de lire l'intensité affichée par l'ampèremètre numérique.
Passons maintenant aux propriétés du courant électrique. Donc, je dispose ici de deux montages, montage en série et un montage en dérivation, ou bien, comme vous dites, montage en parallèle. Dans le montage en série, je vais flécher tout d'abord ce schéma-là. Donc, j'ai le courant électrique par convention. Donc, il sort du pôle positif et entre vers le pôle négatif du générateur. Donc, je vais appeler le courant entrant à l'ampèremètre A, je vais l'appeler le courant I, et le courant qui entre dans le courant dans l'ampèremètre A2, je vais appeler ça I2, et le courant qui entre dans l'ampèremètre A1, je vais appeler ça I1. Bien sûr, je dispose ici de deux lampes, L1 et L2, et 3 ampèremètres. Donc, lorsque je vais actionner l'interrupteur, si je le ferme, donc bien sûr les lampes vont briller, et bien sûr les valeurs indiquées par les 3 ampèremètres seront égales. Pourquoi? Parce qu'on a ici une seule boucle. Et dans un circuit en série, le courant électrique est toujours identique à lui-même. Donc, on aura ici I égale à I1 égale à I2. Et ça constitue la loi d'unicité des intensités. Bien sûr, des intensités du courant électrique. D'accord? Donc, dans un circuit électrique, le courant, ou bien l'intensité du courant électrique est identique. D'accord? Donc, passons maintenant au montage, à le montage en dérivation. Donc, je vais flécher le schéma. Voilà la borne positive, la borne négative. Donc, le courant sort du pôle positif. Le courant entrant dans l'ampèremètre A1, je vais l'appeler ça I. Le courant entrant, bien sûr, qui circule ici, je vais appeler ça I1. Et l'autre courant, je vais appeler ça I2. Donc, lorsqu'on va fermer l'interrupteur K, on va constater que la valeur indiquée par l'ampèremètre I est égale à la somme des intensités du courant électrique indiqué par l'ampèremètre A1 et A2. Donc, on peut écrire que I égale à I1 plus I2. Et ça constitue la loi des nœuds. Voilà, donc qu'est-ce qui s'est passé? Donc le courant là, ce courant là, c'est-à-dire le courant I, lorsqu'il a atteint ce nœud-là, donc ça, on appelle ça un nœud. Lorsqu'il a atteint ce nœud, il s'est partagé en deux, en I1 et I2. Et lorsque les deux intensités du courant, lorsqu'ils vont atteindre ce nœud-là, ils vont se rassembler, encore une fois, pour donner la même intensité du courant I. Donc, par exemple, bien de façon générale, si je dispose d'un nœud, d'accord, j'ai un nœud, et à ce nœud-là, il arrive 3 intensités du courant électrique, d'accord, I1, I2, I3, et de ce nœud-là sortent par exemple 2 courants électriques. I1, I2, voilà, ça c'est I3, donc ça c'est I4, et ça je vais appeler ça I5. Donc ici dans cet exemple-là, ça c'est une généralisation, j'ai 3 courants qui sont entrants dans le nœud et 2 courants qui sont sortants. Donc d'après la loi des nœuds, je peux écrire la somme des intensités entrants, c'est-à-dire I1 plus I2 plus I3. Donc je vais écrire ça ici. I1 plus I2 plus I3 égale à la somme des intensités des courants électriques sortants. Ça veut dire c'est I4 plus
plus I5. Donc, de façon générale, dans un nœud, donc la somme, ça, c'est le symbole de la somme, c'est sigma, des intensités sortant ou bien entrant égale à la somme des intensités du courant entrant. Et ça, c'est l'énoncé, voilà, de la loi des nœuds.